Coaching. Bonjour à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode de Cheminement, dans un format table ronde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Amandine de Femtech Connect et Emeline de SOPK Europe. Et aujourd'hui, on va parler de différentes choses, mais surtout, on va parler de santé des femmes et on va essayer de comprendre comment on peut parler et communiquer sur un sujet que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Eh bien, bienvenue mesdames. Merci pour l'invitation. Alors, vous le verrez, l'installation est un peu particulière. Nous avons 2 micros pour 3, parce qu'en fait, dans Cheminement, on partage. Donc, c'est comme ça. Il faudrait bien qu'on pense à parler dans le micro. Peut-être que je vous ferai des petits gestes. Écoutez, je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet. Si là, comme ça, je vous dis la santé des femmes, personne ne va en entendre parler, vous me dites quoi ? Je t'en prie, Emeline, vas-y. Alors moi je vais te dire que pour le SOPK, sujet que je maîtrise le mieux sur la santé des femmes, c'est assez vrai. C'est une pathologie sur laquelle il y a énormément de tabous, encore beaucoup trop, parce que ça touche au cycle menstruel, voilà, les menstruations, tout ça c'est des sujets pour lesquels on a mis longtemps à lever les tabous. Donc pour l'endométriose, on sait que ça a pris 20 ans avant le déclenchement, 20 ans de militantisme associatif avant le déclenchement d'un plan endométriose. Pour le SOPK, on espère que ce sera beaucoup plus rapide. Mais pour que la parole des femmes se lève, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des sujets tabous, comme il y en a eu d'autres dans la société auparavant, et ça prend du temps à changer les mœurs, ça prend du temps à changer les opinions. Les associations y travaillent entre elles et avec d'autres acteurs du secteur de la santé. Mais pour le SOPK, oui, il y a notamment le sujet des menstruations, de l'infertilité, un gros tabou dans la société quand même. C'est entre un couple sur 4 ou un couple sur 6, je suis plus sûre de la statistique, qui fait face à l'infertilité. Pourtant, personne ne veut en entendre parler. En fait, quand on parle de l'infertilité, on voit tout de suite voilà, on voit qu'il y a cette réaction-là quand même. Et le SOPK, c'est vrai aussi, puisqu'il y a tout un pan de symptômes dont les patientes elles-mêmes ont honte, ne vont pas en parler, ou parfois, on le voit aussi, les femmes autour d'elles vont minimiser. C'est ça, non mais moi ça fait 3 mois que j'ai pas eu mes règles. Ah tu sais, moi c'était pareil, je suis pliée en deux la semaine où j'ai mes règles. Oui bon c'est pareil, et ta tante aussi, hein, tu sais, ça a toujours été comme ça. Enfin il y a un peu ce truc là, les femmes entre elles vont entretenir le silence, le huis clos autour des symptômes et de tout ce qu'elles traversent. Et puis après, effectivement, il y a pour le SOPK les troubles métaboliques, la prise de poids. Voilà, on sait que les femmes, on ne veut pas qu'on prenne trop de poids. La société ne veut pas qu'on prenne trop de poids. Il y a l'hyperpilosité. C'est difficile de parler de son hyperpilosité. Enfin, moi, je sais que là, j'en parle maintenant, j'ai 35 ans. J'en parle, moi, je tourne le sujet en dérision. Quand j'avais 20 ans, je m'épilais, je pleurais en fait d'être comme ça, j'arrivais pas à me regarder. Si t'arrives pas à te regarder, tu peux pas réussir à en parler. Il y a aussi l'acné adulte, c'est aussi un sujet tabou, la perte des cheveux. Gros tabou aussi autour de la perte des cheveux. Je crois que c'est une femme sur 4 qui au cours de sa vie va faire face à la perte des cheveux, que ce soit postpartum, après un traitement ou une alopécie androgénique, c'est le type de perte de cheveux que tu as quand tu as le SOPK. Comment tu en parles quand toi-même tu te brosses les cheveux te restent dans les mains. Enfin, c'est pas possible en fait. Et je pense qu'une des difficultés en fait de parler du sujet vient de là, et le silence qui entoure la pathologie, les patientes l'entretiennent un petit peu, et à juste titre, parce que c'est très difficile à vivre. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Ouais. Moi j'ai une vision un peu plus, on va dire, généraliste, parce que pour le coup on est moins axé sur une pathologie en particulier. En revanche, ce qu'on constate, en fait, c'est que quand même sur la communication de la santé des femmes, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a quand même beaucoup de médias qui ont pris le sujet en main. Les praticiens eux-mêmes, au niveau que ce soit des pharmaciens, des médecins, en fait, ils sont beaucoup plus prêts à entendre, et ils communiquent aussi, et ils admettent en fait qu'il y a eu des défauts de communication, qu'il y a eu des défauts d'information et de formation sur ces sujets-là. Donc moi, je trouve qu'en fait, la base aujourd'hui sur la communication, elle est nettement plus saine en fait qu'il y a quelques années. Après, il y a encore trop l'effet un peu market, c'est-à-dire certains sujets qui sont pris par du militantisme et qui du coup ils explosent. C'est très bien pour ces sujets-là, mais ça J'ai l'impression que tu parles de l'endométriose. Alors, il y a l'endométriose, bien sûr, il y en a d'autres aussi. Mais il y a un vrai effet dans le sens où, même pour les praticiens, il y a certains praticiens où on leur parle endométriose. Ah non, c'est bon, tu me parles d'autre chose, ça on en a assez entendu parler. Et du coup, ces gens-là, ils se forment pas.
parce qu'en fait, ils ont une espèce de résistance qui se fait, parce qu'en fait, on en a tellement parlé, alors c'est très très bien, hein, et il y a beaucoup de projets qui viennent, et franchement, c'est super, parce que c'était, on va dire, je pense que c'est ce qui a permis d'ouvrir le bal sur la santé des femmes, et ce qui permet un élargissement progressif et beaucoup plus doux, et qui du coup, lui, va porter ses fruits. Sans ça, on n'en serait peut-être pas là. Mais par contre, il ne faut pas non plus mettre des œillères et se dire que tout a été très bien dans cette vibe médiatique, parce que ce n'est pas le cas. Ça a aussi créé des barrières, et ces barrières, maintenant, en fait, il faut travailler et il faut se dire, oui, l'endométriose va quand même falloir revenir sur le sujet, parce qu'en fait, les professionnels de santé ne sont pas forcément formés. On manque de praticiens qui sont spécialisés sur le sujet. Aujourd'hui, très bien, une patiente qui se dit, suspicion endométriose, suspicion SOPK, très bien, quel est le praticien qui va pouvoir m'aider ? Qui est suffisamment formé pour pouvoir me diagnostiquer. Et après, le diagnostic, c'est comment on vit avec. Ouais. Et puis, qui va être capable effectivement de faire une prise en charge, et aussi, ça dépend des lieux. Tu vois, encore une fois, je vais parler de l'endométriose, mais parce que c'est un sujet que je connais bien. Ouais. À Paris, il y a plusieurs spécialistes, mais du coup, je me demandais comment font les femmes qui n'ont pas l'occasion d'aller à Paris, comment on pourrait faire... pour faire en sorte qu'il y ait peut-être une sorte de référent un peu partout. C'est pour ça qu'il y a des applications type Liv qui font un super travail et qui émergent et qui permettent de mieux accompagner en fait, les patientes, parce qu'en fait, il y a un vrai besoin, que ce soit sur Paris ou ailleurs, d'être accompagnée dans la vie quotidienne. Donc il y a Liv pour l'endométriose, il y a Solence pour la partie SOPK, et il y en a plein d'autres. Il y a Omena pour la partie ménopause, et ça vient d'une demande d'information de la part des patientes. Pourquoi ? Parce que elles vivent avec leurs pathologies, leurs conditions tous les jours. Il faut pouvoir avancer. Donc la ménopause n'est pas une pathologie, bien sûr, c'est un moment de vie, mais il faut quand même l'accompagner et traiter les symptômes et mieux vivre avec cette étape de vie. Donc c'est ça que ça sert. Pour rebondir un peu à ce que tu disais, Emeline, je réfléchissais en même temps et je me disais, mais finalement, le fait que l'endométriose, on en parle de plus en plus, effectivement, il y a des mauvais côtés. Mais je trouve qu'il y a aussi beaucoup des bons. Je me rends. En fait, je pense que ça m'a fait réaliser à quel point, effectivement, c'est une maladie qui est méconnue. On n'y est pas. Effectivement, il y a encore plein de freins à la prise en charge, au diagnostic, etc. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que de manière très pratico-pratique, quand j'en entends parler autour de moi, les gens maintenant disent « Ah oui, c'est quand t'as mal au ventre ». Pendant tes règles. Donc ça veut dire clairement qu'on n'y est pas. Hein. Mais en fait, ça m'a choqué ce jour-là où je me suis dit « Ah, mais en fait, ils ont compris, c'est au moins endométriose, ils ont compris à quoi ça faisait référence et que c'était pas un sombre jeu de Nintendo sorti dans les années 90, tu vois. Et en fait, c'est vrai qu'on compare souvent le SOPK et l'endométriose. Il y a de plus en plus de femmes concernées, etc. Et je me disais, mais finalement, est-ce que ce serait pas bien que le SOPK ait le même sort que l'endométriose, parce qu'au moins ça nous permettrait d'avancer. Est-ce que c'est ça le plan en gros ? Parce que vous travaillez toutes les deux sur le fait de plus mettre en avant cette maladie. Est-ce que c'est ça en fait un des objectifs dans votre plan machiavélique ? Tu veux y aller ? Effectivement, l'endométriose, comme je disais, il y a 20 ans de militantisme associatif derrière, ça a eu le mérite de creuser vraiment les tranchées pour qu'on s'empare en fait du sujet du syndrome des ovaires polykystiques. Et ce qui nous a aussi, je pense, aidé, puisque on parle beaucoup plus du SOPK qu'au moment de la création de l'association en 2018, et j'aime quand même à croire que l'association a fait son travail de sensibilisation, mais il y a aussi eu d'autres facteurs, puisque c'est sur les réseaux sociaux, les patientes ont commencé à en parler entre elles, puis à vouloir en parler au monde, puisque elles avaient besoin de partager ce qui les faisait souffrir finalement. Il y a aussi d'autres choses pour moi qui ont contribué, c'est tout le mouvement féministe qui a contribué à ce qu'on parle davantage de ces pathologies. Je pense que ça a joué un rôle. Et aussi le mouvement body positive, puisque d'un seul coup, notamment sur les réseaux sociaux, on s'est mis à voir des corps comme les nôtres. Des corps avec des rondeurs, des corps avec de l'acné dans le dos, des corps avec, des poils sur le ventre. Et je pense que ça a contribué à ce que les patientes parlent davantage. Et puis, souvent, les personnes qui partageaient ces images mentionnaient qu'elles avaient un SOPK, et là, on se dit « Ah bah oui, tiens, moi aussi, j'ai ça ». Et je pense que ça a aussi joué son rôle. Ensuite, par rapport à l'endométriose, il y a aussi eu une, voire plusieurs ambassadrices. Enfin, c'est important aussi, finalement, de le dire. Si les célébrités parlent de leur pathologie, ça aide un petit peu au niveau de la société
pour que les personnes en entendent parler. Voilà, c'est tout bête, je pense notamment à Laetitia Milo qui a parlé de son endométriose. Alors, Plus belle la vie, on n'aime pas, c'est pas ça le sujet, mais c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent et qui ont été touchées, qui se sont dit, bah tiens, comme moi, ou tiens, comme la fille du voisin, elle a l'endométriose aussi, ça y est, je comprends, je vais regarder ce que c'est. Bon, pour le SOPK, les symptômes font que les personnes sont peut-être moins enclines à en parler. C'est pas le cas aux États-Unis, mais par contre en France, pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de manifestations sur le sujet. Alors nous, on a quand même eu la marraine de notre association, c'est Océane Le Goff, qui a été Miss Nouvelle-Calédonie en 2022 et qui s'est présentée à Miss France 2023. Portant le sujet, Miss avec un SOPK, moi je trouve ça absolument génial. Mais voilà, c'est effectivement une portée médiatique différente. Mais aux États-Unis, il y a notamment la chanteuse Bébé Rexha qui a parlé de son SOPK et du fait qu'elle ait pris une vingtaine de kilos en quelques mois. Il faut oser le faire, quoi. Et je comprends qu'en France, peut-être, il y a définitivement des personnes, des célébrités des personnalités médiatiques qui ont le SOPK en France, mais qui sont peut-être moins enclines à en parler. Et ça se comprend. Mais je pense que ça aiderait aussi au niveau de la prise de conscience de la pathologie, du nombre de femmes que ça concerne, qui est plus de porte-parole. Je pense que l'utilité des porte-paroles et notamment des personnes assez médiatiques, c'est pas uniquement en fait pour faire dire que la pathologie ou le syndrome il existe, c'est aussi, je trouve, une histoire d'identification. C'est-à-dire que vivre avec un syndrome, c'est pas une fin en soi. On peut faire des belles choses et on peut faire des grandes choses, même en étant atteint de ces pathologies, de ces syndromes. Et ça, je trouve que c'est un vrai signal. Et pour moi, j'encourage en vrai les personnes, s'il y en a parmi des gens qui nous écoutent, des personnes qui sont atteintes, c'est de le dire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas uniquement « Ah oui, elle parle de sa vie », ça, à la limite, on s'en fiche presque. C'est plus sur l'effet que ça va avoir en fait sur les personnes qui écoutent et qui sont en face, et qui se disent « Ah oui, c'est vrai, si elle est capable de le faire, moi aussi ». Et ça, c'est vraiment important, c'est hyper positif. Et quand on parle d'empouvoirment des femmes, c'est aussi ça. C'est de se dire que voilà, on n'est pas parfaite, parfois on n'est pas en très très bonne santé, mais malgré tout, on peut avancer. Et ça, c'est vachement positif, et ça mérite en fait de suivre son cours derrière. Voilà. Il y a une question qui me vient pour toi, Amandine. Comment, alors on en reparlait un petit peu avant de commencer l'enregistrement, mais on pourrait avoir l'impression qu'il y a de plus en plus de maladies gynécologiques. En vérité, c'est pas ça, c'est pas qu'elles apparaissent d'un seul coup, c'est qu'en fait finalement on les connaît encore très mal, et donc il y a comme ça de plus en plus de maladies qui émergent un peu. Comme l'endométriose, le SOPK, le fibrome utérin et le trouble dysmorphique menstruel dont on parlait tout à l'heure. J'ai encore un peu de mal avec celui-là, je viens de le découvrir. Comment vous faites est-ce que tu as prévu chez Femtech Connect d'avoir comme ça une sorte de veille, tu sais, un petit peu pour... parce que finalement, en favorisant... avec votre objectif de favoriser, de faire avancer en fait la santé des femmes, c'est exactement le pitch de ce podcast, donc ça tombe très bien. Il y a aussi ce biais-là de spotter peut-être un peu les dernières maladies. C'est horrible parce qu'on a l'habitude d'entendre la phrase spotter les dernières tendances, donc là ça choque un peu, mais tu vois, comment on fait pour prendre ça en compte ? Généralement on parle de prévalence médicale et donc dû voir en fait s'il y a des variations, et on le sait en fait il y en a certaines. Il y a des gros sujets qui sont attendus, type le diabète par exemple, en termes d'explosion de nombre de cas, et notamment chez la femme. Le diabète, c'est le top numéro 1. Ça fait partie des maladies en fait, qui vont le plus exploser dans les prochaines années. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie surtout de voir, plutôt que d'avoir une veille sur les maladies qui risquent d'arriver, que ce soit des pathologies au sens strict du terme, des syndromes ou des conditions qui peuvent se détériorer, on pourrait le faire. Mais en soi, nous, ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est à prévenir. Donc c'est former des professionnels de santé pour qu'ils puissent transmettre des messages clés à leurs patientes, à la fois côté vraiment curatif, traitement, mais à la fois aussi sur quels sont les risques auxquels elles sont exposées. On parle par exemple beaucoup des maladies cardiovasculaires, c'est la cause de mortalité numéro 1 des femmes en France. Aujourd'hui, quand on va voir une femme noire par exemple, on va lui dire « Ok, est-ce que vous avez conscience, par exemple, vous êtes un peu en surpoids, que vous êtes plus à risque que la moyenne au niveau cardiovasculaire ?»
franchement, il y a de grandes chances que cette personne vous dise non. Et si on lui pose la question de quels vont être les symptômes que vous allez ressentir, elle ne va pas savoir. Donc en fait, nous, ce qu'on essaie plutôt de faire, c'est ça. C'est de se dire, former des professionnels de santé pour qu'eux-mêmes soient au courant en fonction des, types de femmes qu'ils vont avoir. Donc au niveau de la couleur de peau, de la partie plus ethnique, la tranche d'âge, mais aussi du rythme de vie, du poids, des habitudes qu'on peut avoir, de l'exposition au stress, aux certaines pollutions. Si on vit à la campagne, si on vit en ville, on n'a pas le même rythme de vie, on n'est pas exposé de la même manière, les risques ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, quand on traite ce genre de sujet, y a une espèce de standard, on ne sait pas trop qui c'est le standard, parce qu'en fait ça correspond à strictement personne, et c'est là-dessus qu'on se base pour se former et pour faire de l'information médicale en grande, on va dire, diffusion. Et donc l'idée c'est plutôt de changer cette partie-là. Voilà. Tu as envie de compléter, Emeline ? Je suis assez d'accord sur certains points. Enfin, si je devais citer l'exemple du syndrome des ovaires polykystiques, c'est pareil. Je pense que on sait qu'il y a d'énormes retards de diagnostic par rapport aux idées reçues sur le SOPK, notamment le fait que la patiente qui a un SOPK est forcément en surpoids. Dans les faits, c'est que la moitié des patientes, comme en population générale d'ailleurs. Et je pense que ça entraîne beaucoup de retards de diagnostic. Et justement, à l'association, nous, quand on a cherché à incarner à travers nos campagnes de sensibilisation le SOPK, les risques qui y sont associés, on a vraiment cherché à montrer le SOPK à tous les âges, mais aussi à toutes les morphologies. Parce que là aussi, je pense qu'il y a une personne qui est diagnostiquée d'un SOPK et qui est mince va peut-être être moins consciente effectivement des risques qu'elle peut encourir en vieillissant et de la nécessité de les prendre en charge. Et pour nous, il y avait aussi une volonté vis-à-vis des patientes, effectivement, mais aussi vis-à-vis de la société entière, de montrer les différents visages du SOPK, ce qu'on avait fait avec notre première campagne de communication, de sensibilisation autour du SOPK qu'on avait fait en septembre 2022. Et parce qu'en septembre, c'est le mois de sensibilisation au SOPK. On en a fait une autre cette année qu'on va présenter au Festival de la communication santé, justement, très bientôt. Génial. Je ne sais pas si ce sera sorti avant ou pas. Où là, par contre, en fait, celui qu'on avait fait l'an dernier, c'était des véritables patientes qui avaient accepté de poser. Cette année, on a fait un petit peu différemment. On a choisi d'incarner avec des statistiques, justement, pour, en communiquant sur la pathologie, rompre cette idée, justement, que ça concerne que l'infertilité et informer les patientes sur les risques qu'il y a avec la pathologie en vieillissant, ou notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Parce que tout ça, c'est lié. Et le SOPK, c'est vraiment un enjeu de santé publique. Et on voulait vraiment interpeller là-dessus aussi. Et donc, la campagne, on la présente bientôt. Elle va être traduite aussi en anglais, diffusée aux États-Unis par PCOS Challenge, en Italie, en Suède, Norvège et en Espagne. C'est incroyable à quel point, dès la création de l'association, il y a eu une dimension internationale. C'est pas SOPK France, c'est SOPK Europe directement. En fait, on s'est rendu compte qu'on était suivis par des patientes sur des pays, autres pays d'Europe, en fait. Surtout avec la possibilité de traduire les contenus sur Instagram. Donc c'est venu un petit peu comme ça. Après, effectivement, il y a les ouvertures d'antennes qui sont en cours, mais c'est difficile de trouver des ressources financières et humaines pour nous accompagner là-dessus. Après, voilà, on travaille avec l'association américaine depuis 2 ans maintenant. On travaille avec l'association italienne, puisqu'il y a une asso en Italie maintenant. L'association anglaise. Voilà, on travaille avec nos consoeurs partout en Europe sur un effort collectif de plaidoyer, notamment, et de communication, puisque il y en a besoin. Aux États-Unis, par contre, il y a beaucoup plus de communication sur le SOPK, et je pense que ça se ressent, les patientes le vivent mieux, elles se sentent moins seules. Donc ça a eu un effet positif. Et comment vous avez décidé de travailler toutes les deux et qu'est-ce que vous faites exactement ? En fait, moi j'avais vu un de leurs événements, le SOPK, ça faisait partie de la feuille de route de Femtech Connect assez rapidement parce que c'est justement un sujet dont on parlait assez peu et sur lequel il y avait un gros besoin de formation. Et donc du coup, moi j'avais vu que SOPK Europe organisait un événement le 1er septembre l'année dernière et donc j'y suis allée pour voir un peu ce qui se faisait. J'ai bien aimé en fait la participation des professionnels de santé et j'ai trouvé que c'était une image hyper positive parce que c'était très dans la réconciliation
conciliation patient-soignant. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien. Et donc en fait, c'est comme ça que j'ai décidé de les contacter quand on aborderait les sujets. Et donc moi, je suis arrivée en disant voilà, je vais faire de la formation sur le SOPK. Voilà ce que j'imagine. T'en penses quoi, Emeline et puis Kelly? Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est ça, et c'est important puisque le fait, enfin moi je peux te le dire, nous on a des retours très positifs justement sur le lancement de cette formation. On s'adresse principalement aux patientes, nous dans nos communications, forcément, même si on travaille main dans la main avec les professionnels de santé depuis la création de l'association. Mais les patientes, en fait, pour elles, c'est une excellente nouvelle parce que c'est un levier de plus pour enclencher le changement, en fait, pour elles. De voir que les professionnels de santé ont envie d'écouter les associations de patientes, ont envie de remettre en question, de challenger peut-être leurs pratiques et ce qu'ils connaissent aujourd'hui de la pathologie pour mieux prendre en charge les patientes. Et ça, pour elles, c'est très positif. Mais aujourd'hui, les professionnels de santé ont envie d'écouter les patientes, ont envie d'écouter ce qu'elles ressentent, comment elles vivent leur pathologie. Et je pense que pour l'endométriose, ça a aidé même les professionnels de santé à une meilleure compréhension où sont les douleurs, où elles sont localisées, si je devais comparer à l'endométriose. Ça aide en fait finalement à mieux comprendre la pathologie, même au niveau de la recherche. C'est vraiment inclus dans la recherche maintenant. Et d'ailleurs, j'oublie un truc, c'est que dans les recommandations internationales pour le SOPK qui ont été mises à jour en août 2023, l'écoute de la patiente fait partie de la prise en charge. Maintenant, c'est dans les préconisations internationales. Et est-ce que vous savez qu'il y a même une étude qui montre que quand le médecin fait preuve d'empathie, le patient est mieux soigné? Oui, complètement. C'est fou, non? Ah, ça m'étonne pas. C'est fou, mais c'est humain, parce qu'en fait, l'empathie, ça génère de l'écoute. Et il y a personne qui connaît mieux son corps que le patient. Donc, Et puis, il y a un phénomène aussi un petit peu bizarre, mais... moi, j'ai eu 20 ans d'errance diagnostique pour l'endométriose et je suis finalement allée voir mon sauveur que j'ai rencontré grâce à ma sauveuse qui est Marie-Rose Gallès avec qui on travaille parce que en fait, c'est la première personne qui m'a fait comprendre un peu... En fait, ça s'est fait de façon un peu bizarre, mais moi, je savais même pas que j'avais un problème. Faut se remettre dans le contexte. Pour moi, en fait, j'avais rien, quoi. C'est normal. Et donc, je discutais avec elle, etc. Et c'est fou comme la vie, parfois, fait naître des rencontres et des trucs. Mais bref, on parle. Et puis, au bout d'un moment, je vois qu'elle me regarde et qu'elle pense des trucs, mais qu'elle n'ose pas me dire. Bref, finalement, elle m'a sauvée. Et puis, je suis allée voir ce praticien que j'ai recommandé à plein d'autres femmes tout depuis. Et en fait, c'était fou, mais c'était tellement rapide. Bon, j'ai fait une IRM, il a vu, etc. Et puis, directement, en fait... il m'a proposé des solutions. Moi, je dis ça en riant, mais ça n'a rien de drôle. Hein. J'étais pas du tout. C'était juste que j'étais soulagée, en fait. Mais donc voilà. Et puis, il m'a expliqué très clairement mais, du coup, vous allez faire ça, etc. Mais en fait, je me suis sortie de là. Bon, évidemment, j'avais peur et tout. Puis, je m'étais posé un peu plein de questions aussi. Mais rien que le fait d'être écoutée, d'être tu vois. Et puis, il y a eu zéro drama. Juste les faits étaient exposés de manière hyper claire. Il n'y a pas eu de reproches. Enfin, je sais pas. Enfin, je me suis jamais fait reprocher des choses, mais je sais pas en fait ce que j'attendais, mais j'étais tellement soulagée rien que de cette réaction et je me suis sentie un petit peu, je sais pas, prise en compte. Ouais, je me suis sentie mieux, quoi. J'étais pas guérie, ça allait pas régler mes problèmes, mais je suis sortie de là en me disant c'est bien. C'est un sentiment vraiment que j'arrive pas à vous trouver les mots, quoi. Mais je crois que c'est ça, en fait. J'étais à un congrès qui s'appelle Parcours, sur le cancer, donc il y a peut-être 15 jours maintenant, c'était début février. Justement, ce congrès, il est organisé par des associations de patients, donc il y a le Patient Réseau, Unicancer qui sont là. Et sur toutes les tables rondes, donc, il y a un représentant des patients. Et sur l'une de ces tables rondes, en fait, on discutait beaucoup sur le parcours de patients et le rôle de l'IA et la santé numérique en fait, dans ce parcours. Donc c'était hyper intéressant. Et en fait, à un moment, un des patients experts, du coup, a pris la parole et a dit « Mais en fait, moi, ce que j'attendais de mon professionnel de santé ce jour-là, c'était simplement qu'il soit empathique et qu'il soit là. Qu'il admette qu'il ne sache pas, ça ne m'aurait pas dérangé. Et j'aurais préféré qu'il le fasse plutôt qu'il me donne un diagnostic ou une réponse qui était ignorée. C'est-à-dire pas savoir, c'est humain et en fait, on est tous humains, donc il n'y a pas de problème avec ça. Et ce qu'elle attendait de ce professionnel de santé, c'était juste de l'écoute et de l'attention.
Et en fait, une fois qu'on a posé ça, je trouve que ça éclaircit vraiment beaucoup de choses. C'est-à-dire, aujourd'hui, on vit dans un monde numérique où la connaissance, elle est accessible. Et finalement, ce qui ne l'est pas, et ce qu'un robot est incapable de générer, c'est de l'empathie. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir un professionnel de santé aussi. Après, le ChatGPT, il est super gentil. Ouais, il est même un peu trop gentil des fois. Écoutez, mesdames, avant de conclure, j'aimerais vous poser la question de quoi vous auriez besoin. Là, on est encore au début de 2024. Pour l'un et l'autre de vos projets qui vous tiennent à cœur, si vous pouviez avoir tout ce que vous voulez. Ok. Côté Femtech Connect, nous, c'est le début de l'aventure. La société, elle n'a pas encore un an. Et vous avez déjà fait tellement de choses. Ouais, on avance vite, mais on aimerait avancer encore plus vite. Ça, c'est mon gros défaut, la précipitation presque. Mais voilà, donc si vous écoutez ce podcast, que vous êtes un professionnel de santé ou un acteur de la santé, que ce soit de manière exclusive ou non sur la femme, eh bien rejoignez le mouvement et puis contactez-nous, on sera ravis d'échanger avec vous. Voilà. Trop bien. Là, ça va être difficile de répondre. Nous, en fait, cette année, on a quand même pas mal de projets en cours. Je dirais, en fait, j'ai presque envie de dire, moi, en tant que vice-présidente de l'asso, que j'aurais besoin de plus de temps, en fait, comme l'association n'est pas encore professionnalisée, c'est vraiment du temps et des ressources pour pouvoir faire plus de choses pour les patientes. C'est peut-être ça qui me manquerait. Je sais pas comment on fait pour créer du temps, en tout cas. Toujours ouais, c'est ça. Après, toujours le soutien des patientes, le soutien des professionnels de santé qui travaillent avec nous. Et puis, non, mais plus de mobilisation en général autour du SOPK. Nous, ça fait 5 ans en fait qu'on essaye de la créer, cette mobilisation, et on sait aussi qu'on n'y arrivera pas seul. Donc, je dirais que c'est peut-être de ça dont on aurait besoin cette année. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Merci. Merci.